Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. News Jardin TV vous présente Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, plantes, botanique, jardin et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser. Chers amis, bonjour. Je suis très heureux avec mes camarades ici de vous retrouver pour cette nouvelle émission. C'est le numéro 69. Nous sommes le 24 septembre et comme je vous l'ai dit, mes camarades, et oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes 3. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Arnaud Morière. Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors Arnaud, c'est un paysagiste, un globe-trotteur, quelqu'un qui, depuis des années, avec son compère Éric Ossard, travaille sur la création de jardins. Il a inventé des tas de trucs, notamment c'est lui qui avait fait les premiers ronds-points du côté de Blois avec des légumes. Il a toujours plein d'idées et il nous a fait un bouquin formidable dont on parlera tout à l'heure et dont nous avons déjà parlé d'ailleurs sur l'antenne, qui s'appelle Manifeste du jardin émotionnel. Alors j'avais critiqué le titre, on y reviendra parce que je trouvais que c'est incompréhensible, mais l'intérieur est très compréhensible. Et puis bien sûr nous avons Pierre-Alexandre Risser, donc mon nouveau camarade qui est là, lui aussi paysagiste. Alors je ne sais pas s'ils vont avoir les mêmes idées l'un et l'autre, mais ça va donner la richesse à notre émission. Nous sommes le 267e jour de l'année et il nous reste combien, Pierre ? 98 jours. 98 jours avant de fêter la fin de l'année. Deuxième jour du signe astrologique de la Balance. Troisième jour du mois de Vendémiaire dans le calendrier républicain français, qui est associé aujourd'hui avec la châtaigne. Alors châtaignier, c'est pas vraiment un arbre de jardin quand même. C'est pas un arbre de jardin, on pense que c'est plutôt un arbre de forêt. Après, on utilise beaucoup le bois de châtaignier dans le jardin. Ah moi, je ne le voyais pas comme ça. On voyait aussi la châtaigne avec le côté fruitier quand même. Aussi. Bien sûr. Puis les châtaignes, on pense bien sûr à l'Ardèche. On passe à l'Ardèche et puis il faut de la place. Châtaignier, ça t'inspire un peu ? Malheureusement, oui, parce que je dirais que c'est un des arbres qui disparaît en ce moment, à cause des maladies, etc., du changement climatique et d'autres choses. Et ça fait malheureusement partie de tout un cortège d'arbres de nos forêts qui disparaissent petit à petit, et ça me fait mal au cœur. Heureusement, il y a eu des clones qui ont été créés par l'INRA, qu'on peut planter dans les jardins et qui sont résistants aux maladies. Alors il faut un grand jardin quand même, parce que le châtaignier est quand même un très grand arbre, mais c'est vraiment très très joli. On va voir un petit peu les détails maintenant. C'est le genre Castanea qui a été créé en 1754, pas par Linné, mais par un Écossais qui s'appelait Philip Miller, et ça fait allusion à Castanis ou Castanon, une ville antique de Thessalie en Grèce, parce que le châtaignier serait originaire un peu de ce côté bassin méditerranéen, peut-être même d'ailleurs jusque du côté de la Turquie. Famille, tiens mes amis botanistes, comme le châtaignier. Comment ? Comme le chêne. Oui. Famille comme le chêne, des fagacées, fagus aussi, donc le hêtre, famille du hêtre, famille du chêne. 9 espèces seulement de châtaigniers. Il y a le châtaignier du Japon, Castanea crenata, le châtaignier d'Amérique, Dentata, il y a un châtaignier chinois, Mollissima, etc. Il y a un châtaignier nain aussi, Pumila, des plantes qui sont quand même généralement des grands arbres, puisqu'en fait notre châtaignier c'est une vingtaine de mètres de hauteur, feuilles très caractéristiques. Comment tu les décris ? Elle est assez longue et crénelée. C'est celle qui entoure le fromage de Banon. Voilà. Un petit peu coriace avec des grosses dents effectivement sur le côté et qui prennent une très très jolie couleur à l'automne. Ça dure pas très très longtemps, mais ça peut être joli parce qu'après c'est un peu marcescent le châtaignier, donc elles peuvent se crisper et devenir toutes marron. Et puis la floraison est sympa quand même sur le châtaignier. Des grands chatons, oui, au mois de juin, juillet. Et parfumés, ouais, au moins odorantes. Et puis tu as le miel de châtaigne. Alors quand tu dis chaton, il faut préciser à nos amis, quand on dit chaton, c'est que ce sont des fleurs unisexuées. Donc le châtaignier est monoïque, comme on dit en botanique, c'est-à-dire qu'il a à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles sur la même plante. Il fleurit pas tout de suite. Il faut souvent attendre une vingtaine d'années avant d'avoir les premières fleurs de châtaignier, mais c'est vraiment quand même très très joli. Une question piège. Quelle est la différence entre un marron et une châtaigne ? Pas du marronnier Aesculus, mais quand on parle de marron comestible et la châtaigne. Y a-t-il une différence ? Oui. Sinon la taille ? Oui, on est un peu là-dedans. Il y en a un qui se fait en pâtisserie et pas l'autre. Oui, mais c'est une question botanique en fait. C'est parce que chez le châtaignier, de base, le fruit est cloisonné, parce que comme on a plusieurs ovules, on va avoir généralement entre 2 et 5, 6 petites châtaignes. Ouais, et par la sélection, on a obtenu des cultivars qui font qu'une grosse
D'où le fructification. marron glacé. Voilà, qui permettent de faire par exemple des marrons glacés. Attention de ne pas confondre avec le marron d'Inde, donc Aesculus hippocatum. Le fruit, lui, n'est pas comestible chez le marron. Ça peut même être un petit peu gênant. La particularité du châtaignier au niveau du jardin, c'est sol acide. Oui. Donc on est aussi dans des sols pauvres. Tu parlais de l'Ardèche, c'est tout l'avantage du châtaignier, capable de cultiver dans des terres très siliceuses, très, très drainantes. Plante qui a été cultivée depuis l'époque romaine. On l'appelait le gland de Zeus à l'époque. Parce qu'on l'assimilait un petit peu, je pense, aussi Au chêne. exactement, au gland des Sardes aussi. Et puis dans le Limousin, où on le cultive aussi pas mal, il n'y a pas que l'Ardèche, c'est l'arbre à pain. Et pourquoi c'est l'arbre à pain ? Parce qu'on fait de la farine de châtaigne et qu'un châtaignier, on disait que c'était 2 mois de nourriture par an pour une famille. C'était le pain des pauvres, tout à fait. Et tu as une forêt de châtaigniers en région parisienne, la forêt de Montmorency, où tu avais tous les anciens treillageurs, les gens qui fabriquaient des treillages étaient installés au pied de la forêt de Montmorency, qui était une forêt de châtaigniers. Et toi, tu utilises donc ce châtaignier dans tes jardins, je sais pas, pour faire des bacs, des dallages Non, on l'utilise, oui, un peu sur du bois extérieur, mais le châtaignier résiste pas quand tu le mets en contact avec la terre. Par contre, pour faire des treillages, c'est très bien tout ça. Il est dit classe 3, c'est-à-dire qu'il résiste aux intempéries, mais il va pas résister en contact avec la terre. Il faut qu'il soit hors sol. Il va y avoir du tanin comme pour le chêne, ce qui fait que de temps en temps, pour certaines utilisations, il peut tacher les sols, il peut tacher les choses. Mais moi, c'est un bois que j'aime beaucoup et c'est un arbre que j'aime beaucoup. Il y avait à Halloween une tradition. Si une jeune fille n'avait pas encore eu l'idée du visage de son mari, si elle l'avait jamais vu dans un miroir, elle estimait que le 31 octobre était un jour magique et elle faisait la chose suivante. Elle alignait des châtaignes sur la grille de la cheminée et elle donnait à chacune le nom d'un mari potentiel. Et elle récitait la chose suivante: si tu m'aimes, éclate et envole-toi. Si tu me détestes, brûle et éteins-toi. Peut-être qu'il y en avait plusieurs qui éclataient, après elle s'est embêtée. Mais... Deuxième sélection. Alors, dans le langage populaire, mes amis, une châtaigne, c'est quoi ? C'est un marron. Oui, C'est un coup. c'est un coup. Et ce châtaignier, évidemment, c'est se battre. Et on dit par dérivation, se castagner. Dans le langage de Fleur, en revanche, c'est un message de volupté et de prévoyance. On dit que ça permet de découvrir l'autre. Autre intérêt du châtaignier, c'est un arbre qui vit très très longtemps. On connaît des châtaigniers qui dépassent les 500 ans. Et le plus grand, je crois qu'il est mort maintenant, qui était estimé entre 2000 et 4000 ans, il était sur les pentes de l'Etna. Le plus vieux connu au niveau de ces châtaigniers. Un anniversaire, 24 septembre 1803, ça te dit quelque chose ? Pas vraiment, non. Alexander Andrzejewicz von Bunge, un médecin botaniste germano-russe, très très important. Il a créé plein de genres qu'on connaît. Ceratostigma, c'est le plein-pagou rampant. Ouais. Caryopteris à barbe bleue, bel arbuste. Gentiana scabra. Et il a plein de plantes. Clérodendron bingei, par exemple. Ouais. Ça, c'est intéressant comme arbre, même si ça pue un peu. C'est la feuille qui pue, mais les fleurs sentent bon. Ça sent le gâteau qui sort du four, je trouve, la feuille. feuille. Ouais. Ah. Dans mon jardin. Je ne dirais pas que ça pue. Eremurus bingei. Ah oui. C'est attribué à M. Bunge. Et puis Pinus bingeana, le pain Napoléon. Ça, c'est quand même des arbres qui sont très sympas. Aujourd'hui, on fête, donc on est le 24 septembre, Sainte Thècle. Je ne sais pas qui est-ce qui s'appelle Thècle. Et Saint-Silouane. Ça va être dur. Un petit dicton, monsieur Pierre ? À la Saint-Silouane, arrachons la valériane. Les racines sont réputées sédatives et aphrodisiaques. Ouais, donc c'est le moment où on peut prendre la valériane officinale. Je ne sais pas si c'est vraiment aphrodisiaque. Et on peut dire aussi à la Saint-Silouane, partout s'accroche la bardane. Arctium lapa. Vous savez ce que ça a permis d'inventer, la bardane ? Le velcro. Ouais. C'est avec cette plante-là que le velcro a été inventé. Ouais. C'est marrant, hein, les fruits de la bardane. Et tout se mange dans la bardane, la tige, la feuille. Le fruit, ça doit être un peu indigeste. Pas le fruit, mais la tige. Ah bon ? Ouais. Ah, je vois pas ça. Pierre, que nous dit Jackie ? J'habite la région de Mons en Belgique et j'aurais souhaité planter un kumquat. Pensez-vous que ça puisse être possible au niveau de la rusticité et quel est son type de sol ?
Bon, mon cher Arnaud, toi qui habites tous les pays tropicaux du monde. Eh bien, je dirais que c'est pas forcément l'idéal pour faire une culture de kumquat. Néanmoins, le kumquat se cultive très bien en pot. Il fructifie très très vite. Donc rien n'empêche ce monsieur d'avoir son kumquat en pot et de le rentrer pendant l'hiver en véranda. D'autre part, c'est un des agrumes quand même les plus rustiques. Il résiste à des petites gelées jusqu'à -5, -6. Ouais. Et donc, finalement, on peut imaginer qu'en Belgique, avec le réchauffement climatique, d'ici quelques années, on pourra faire des kumquats. Ouais. Après, les agrumes, quand on les rentre, ils n'aiment pas des températures de 25 degrés. Il faudrait qu'ils vivent à 14 degrés la même journée. pas. Il a parlé de véranda, il a raison. Ouais, vraiment très froid, à la limite du gel. Et ne pas oublier de les arroser. En hiver. Ouais. Alors, il y a une chose, j'ai vu dans la littérature, certains l'annoncent jusqu'à -10. Faites extrêmement attention à ce que l'on vous dit sur la rusticité. -10, c'est peut-être possible sur un kumquat dans des conditions très particulières, à savoir un petit -10 pendant une heure ou deux le matin, dans un sol particulièrement sec. Parce que si vous avez l'humidité, la plante résiste beaucoup moins, évidemment, au froid. Et si le froid est moins important mais dure longtemps, la plante aussi peut être agressée. Tu avais entièrement raison de dire que ça peut être cultivé en pot parce que ça peut être relativement compact. On peut conserver un kumquat sur 1,50 m de hauteur environ, donc dans un bac de 40-50 cm, ça va tenir le coup très très bien. Ça ne pousse pas dans du terreau, comme tous les agrumes. Non. Il faut une terre, quand même, un mélange consistant. Toi, t'en mets des agrumes dans tes jardins ? Très peu, j'ai toujours refusé d'en mettre parce que je disais à mes clients, si vous voulez un citronnier, écoutez, moi je vous fournis un citronnier, mais ne m'en parlez plus après, s'il attrape la cochenille, s'il gèle, je ne veux pas en entendre parler. Alors maintenant, ça fait 2-3 ans où dans des jardins à Paris, je vois des citronniers qui font 2,50 m, 3 mètres de haut. Donc ça titille un peu. Qui n'ont pas gelé depuis 3 ans. Donc je me suis procuré le livre des agrumes les plus rustiques et on va faire des essais l'hiver prochain d'en planter quelques-uns. Oui. Et tu mettrais quoi comme type de substrat en bac ? Une terre drainée avec de la pouzzolane. Une terre de jardin, mélange compost, terre végétale et pouzzolane. Voilà, il faut qu'il y ait quand même une certaine consistance. D'ailleurs, quand vous achetez dans le commerce un agrume, ils pèsent toujours plus lourd que les autres. Ils sont toujours dans des sols assez costauds. Toi, dans ton Mexique, là, je ne vous l'ai pas dit, mais Arnaud actuellement habite au Mexique. En partie. Voilà. En partie. En tout cas, on a un jardin au Mexique. On évite les agrumes parce que c'est souvent un arbre qu'il faut traiter, malheureusement, parce qu'il est susceptible d'accueillir, comme tu disais, des cochenilles, la mouche des agrumes qui est absolument terrible, la mineuse et qui ravage les vergers. Si on peut éviter, on évite de mettre des agrumes, ce qui n'est pas forcément sympa pour les agrumiculteurs, mais en tout cas, pour les jardiniers, c'est quand même plus sécure. Eh bien, écoutez les bons conseils d'Arnaud. Vous n'avez pas encore la main verte? Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. On va parler maintenant dans notre rubrique paroles d'experts d'une plante que l'on aime bien, tout compte fait. C'est pas facile, tu as dans les mêmes problèmes qu'avec les agrumes. Je veux parler de la vigne. La vigne, c'est une belle grimpante, ça peut être très décoratif, ça nous fait quand même des fruits qui sont assez sympas. Alors c'est vrai qu'on pense souvent vitis vinifera, vinifera ça veut dire vin, etc. Donc c'est plutôt pour les viticulteurs, mais ça peut quand même être une belle grimpante, non ? C'est une très belle grimpante, la vigne. Elle va fleurir et faire des fruits. Ces fruits vont attirer les guêpes ou les frelons. On nous demande des jardins sans abeilles. Ces clients ont la phobie de n'importe quel insecte. Ah oui, mais nous, on voulait des pollinisateurs. Mais bien sûr, c'est une question qu'on m'aurait jamais posée il y a 10 ans. Aujourd'hui, on dit non, mais je veux un jardin, mais je veux pas d'insectes. Vous n'avez pas d'abeilles, vous n'avez pas de fleurs. Comme ça, faites un jardin sans fleurs. Enfin, faites un jardin zen, ça sera plus simple. Voilà. Donc, si tu veux, il y a des vignes qui ne fructifient pas, qui font des très grosses feuilles et qui sont magnifiques. Cognitier, c'est ce que je voulais dire. Pour l'automne. Oui, l'automne est qui sont magnifiques. Mais enfin, les floraisons attirent quand même les insectes aussi, de toute façon. Oui, dans nos jardins familiaux à côté de chez nous, énormément de gens ont fait pousser des vignes sur leurs cabanons autour. Et ils s'en plaignent pas. Je te parle de quelques clients. Je ne te parle pas de la majorité. La majorité, bien sûr, ils veulent des fleurs. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle génération de jeunes, 20-30 ans, qui ont la phobie ils voient un insecte, si tu veux. C'est à nous de leur apprendre la nature. Est-ce que toi, tu mets dans tes jardins des vignes ?
Oui, ça m'arrive. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on va éviter de les mettre près des endroits où les enfants vont, par exemple, se baigner ou des choses comme ça. Oui, on en met. Il y a des cultivars particulièrement exubérants qui sont jamais malades. Il y a un cultivar qui s'appelle le Noah. Oui. C'est une vigne dont le raisin rendait fou, disait-on. Par contre, en vigne de jardin, c'est extraordinaire parce qu'il ne chope aucune maladie. Il fait une très belle ombre. Tout simplement, il faut couper les fruits avant qu'ils arrivent à maturité si on ne veut pas les abeilles, et puis c'est tout. Voilà, si on ne veut pas les abeilles, mais on veut les abeilles. Ça fait partie des cépages américains qui sont arrivés après Phylloxera. Moi, j'ai un ami à Antibes qui en a fait planter partout chez ses voisins, et ensuite, c'est lui qui vient couper le raisin. Et il fait un vin qui s'appelle le vin framboise. C'est un torboyau qui a le goût de framboise et bu sur place, c'est très agréable. Bien frais. Voilà. Bien frais. Ça voyage pas. On a rapporté une bouteille à Paris, c'est imbuvable. N'oublions pas quand même que c'est une sorte de tradition méditerranéenne, la treille de vigne. Tout à fait. Du Liban jusqu'à l'Espagne, voilà, c'était vraiment... L'ombrage sous la vigne, c'est quand même sympa. Le genre Vitis, mine de rien, 72 espèces. Mais une quarantaine sont originaires de Chine. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. La vigne de Coignier, notamment. Si vous avez de la place, quand même, parce que Vitis c'est très envahissant. C'est grand. Ça fait 10-12 mètres de long, mais en automne, les couleurs sont absolument ça géniales. grimpe dans les arbres, c'est ça qui est aussi assez extraordinaire. C'est-à-dire que si on a un arbre qui fait finalement un peu la gueule, qui n'est pas extraordinaire, on peut très bien planter cette vigne qui va couvrir l'arbre et qui va donner un aspect extraordinaire à l'automne. Tout à fait. Vitis vinifera purpurea aussi. Magnifique. Pas mal pour l'ornement quand même, qui vaut le coup. Est-ce que vous savez ce que veut dire ampélographie ? Ça tourne ? Non, c'est la science de la vigne, la science qui associe botanique et œnologie pour les cultivars de la vigne, donc les cépages de vigne. Quand on étudie ça, c'est l'ampélographie. C'est parce que je pensais que ça me fait penser à Ampélopsis tout de suite. Oui. mais parce que je pense qu'ampélo, ça doit vouloir dire... Mais l'ampélopsis, c'est une vigne aussi. Oui, des vignes pour les amateurs, mes amis. Il y a des variétés quand même qui ont été créées par l'INRA, qui a hybridé différentes espèces et cultivars de vignes pour sélectionner des plants qui soient plus rustiques, parce qu'il y a certaines vignes qu'on cultive essentiellement dans le sud de la France, pour une certaine raison, c'est que c'est quand même un peu frileux. Je rappelle que dans l'Île-de-France, au XIXe siècle, on ne les cultivait pas dehors. Les vignes, elles étaient en serre. Quand on va à Saint-Jean-de-Beauregard, ils ont encore une serre avec une vigne à l'intérieur. Pour le raisin de table. Je parle de raisin de table. Dans la vallée du Rhin ou en Suisse, on a des vignes dans des... Je vais vous citer des variétés, vous allez me dire si vous les aimez ou vous les connaissez. Aladin, c'est un raisin noir à grande grappe qui est vraiment une vigne de jardin d'amateur, parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de traitement, elle est relativement résistante, mais en revanche, c'est plutôt une plante pour le sud de la France. Amandin, qui lui est blanc, c'est des grandes grappes, alors la saveur est très agréable, un peu comme du muscat, et qui n'a pas besoin non plus beaucoup de traitement, c'est assez résistant, lui aussi pour le sud de la France, parce qu'il mûrit mi-septembre du côté de Marseille. Il y a Candin, c'est une création de l'INRA aussi, tout doré, saveur de muscat. Carla, c'est un croisement de Cardinal et d'Alphonse Lavallée, qui sont des vieilles variétés de raisins de table. Alphonse Lavallée est encore bien. Il y a beaucoup de ces variétés-là. Il y en a qui ont été croisées avec du chasselas. Il y a Perdin. Perdin, c'est très très connu. C'est un grain rond, blanc, qui est très intéressant. Et lui, plutôt pour le nord de la Loire, parce qu'il mûrit beaucoup plus tôt. À partir de mi-août, on peut l'avoir. Le plus précoce des noirs s'appelle Prima. C'est aussi l'INRA qui, en 96, a créé ça. Et il est encore plus précoce que Cardinal. C'est un raisin intéressant. Puis, on va rester dans le classique. Un bon raisin agréable. Chasselas, doré, de Fontainebleau. Moissac. Alors, de Moissac, ça c'est l'appellation, qui est d'ailleurs de la variété Chasselas doré de Fontainebleau. Donc, ce petit grain doré, bien parfumé, bien sucré. Alors, ça passe côté muscat que peut apprécier chez d'autres, mais c'est quand même vraiment très très bien. Les variétés apirènes, ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. C'est les raisins qui n'ont pas de pépins. Ce sont plutôt des raisins qu'on cultive dans des zones qui sont un petit peu plus douces au niveau du climat. C'est sensible aux maladies. Et c'est là que je voulais en venir, c'est quand même que cultiver de la vigne dans son jardin, alors que maintenant, au niveau jardin amateur, on n'a pratiquement plus rien comme produit de soin pour les plantes, c'est compliqué quand même. Parce que ça attrape quand même facilement le mildiou, l'oïdium. Ça vit avec. Oui. Et le sulfate de cuivre, on n'y a plus droit du tout. Si. Bon, alors, la bouillie bordelaise, la bouillie bordelaise, j'ai des vignes dans vos potagers, j'en ai à la pépinière, on ne les traite pas, les feuilles sont malades, sont un peu atteintes, mais ça va. Les grains. Attends. Nous, on a de la famille qui fait du Bourgueil. J'ai visité les vignes bio à une époque avec quelqu'un qui s'est
simplement décalé par rapport à sa date de traitement, de 1 ou 2 journées. Tous les grains étaient complètement fichus. Une fois que le mildiou se met dessus, le grain se crispe complètement, il devient un peu comme un raisin confit, et il est inutilisable, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien dedans. Donc la vigne, peut-être que sur le plan de sa vigueur, elle est capable d'accepter du mildiou sur le feuillage, mais si vous voulez récolter un peu de grappe, il va falloir quand même y penser. Est-ce qu'on peut en cultiver sur le balcon ? Une vigne à petit développement, oui, pourquoi pas. Après, c'est comme, on peut planter un platane dans un petit pot. C'est ridicule, mais ça s'appelle un bonsaï. Voilà. Après, la Vitis vinifera purpurea fructifie, fait des petites grappes de raisin, et elle est tout à fait adaptée pour être plantée en pot, un petit développement. Si on les taille, par exemple avec la méthode Guyot, on va avoir plutôt un buisson. Comme un cep, oui. Voilà, plutôt qu'une grande grimpante, je pense qu'on peut les mettre dans un pot d'une trentaine de centimètres. Par contre, les gens disent la vigne, ça résiste au sec, c'est planté dans le midi, dans un pot, il faudra l'arroser tous les jours. Hein. Tous les jours ? Non, nous on en a une qu'on n'arrose pas tous les jours. Et ça dépend de comment ils sont d'ensoleillement. Et ensuite, c'est une plante qui n'aime pas les courants d'air. Ça la planter en toiture d'immeuble, sur une pergola, c'est-à-dire en plein ciel, elle ne pousse pas. Elle ne pousse pas. Non. Il faut penser qu'il faudra la tailler, donc on y reviendra à l'époque de la taille, parce que c'est une plante qui peut devenir vraiment énorme. Il y en a qui font 12 à 15 mètres de long, on parlait de Coenetiae, donc il faut quand même faire attention. Taille en cordon aussi, donc ça c'est un truc que je vous conseille de faire un cordon si vous voulez le faire en pot, c'est ce qu'on a fait cette année. On a quand même pas mal de grappes qui se développent en ce moment. Quoi de neuf au jardin ? Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter. Quoi de neuf au jardin ? Au mois de mai dernier, les Chinois ont découvert une forêt primaire dans un gouffre de 192 mètres de profondeur, en fait une sorte de faille, dans une région qui s'appelle le Guangxi, au sud de la Chine. Un endroit qui est un peu comme l'endroit où on a en Australie découvert le pin volémie, le Volémia nobilis. Donc c'est des espèces de failles dans des zones karstiques. On ne peut pas grimper sur ces espèces de montagnes-là parce que c'est très 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 pointu, peu épais et acéré. Et donc il a fallu des spéléologues pour descendre en rappel, pour aller voir la nature qu'il y avait en bas, qui avait été vierge de toute activité humaine. Donc ils ont mis un temps infini pour voir tout ça. C'est 500 hectares. Donc ils ont trouvé cette forêt avec des arbres qui font jusqu'à 40 mètres de haut là-dedans, et évidemment une flore invraisemblable qu'il va falloir regarder, parce qu'il doit y avoir des choses qui sont peut-être exactement comme des plantes d'il y a des millions d'années. Ça n'a absolument pas été bougé. C'est quand même étonnant de se dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des zones sur cette planète totalement isolées de tout contact extérieur depuis des millénaires et qui développent des forêts dans lesquelles on va peut-être pouvoir améliorer encore notre connaissance du monde vivant et peut-être même de l'évolution du monde vivant. Alors, il y a une inquiétude parce qu'avec le bouleversement climatique, il pourrait y avoir un changement écologique et peut-être mettre en péril ces plantes, mais en tous les cas, la découverte est passionnante. Et les Chinois, qui sont des gens, comme vous le savez, relativement secrets, pour l'instant, n'ont rien diffusé autre que ce communiqué-là dans lequel ils avaient découvert tout ça. Et ils vont, je pense, tout étudier avant de communiquer là-dessus. La semaine prochaine, 1er et 2 octobre, il y aura les Journées des plantes et arts du jardin au château de Jossigny. C'est en Seine-et-Marne, c'est la 4e édition. C'est à 25 km à l'est de Paris. Il y a 70 exposants. Et vous pourrez retrouver notre ami Pierre-Adrien Lagneau, qui est le jardinier de Truffaut qu'on avait invité ici. Il sera là pour faire des démonstrations sur l'entretien des arbres fruitiers, des petits fruits, etc. J'ai pas d'autres fêtes des plantes. Bon, il doit peut-être y en avoir d'autres. En tous les cas, si vous voulez qu'on parle de vos fêtes des plantes, n'hésitez pas à nous en faire part. On sera très heureux d'en parler dans l'émission. En tout cas, maintenant, ça te dirait un petit café ? Pourquoi pas. Tiens, on a une page de publicité. On se retrouve tout de suite. Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, potager et verger, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez.
2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel. Pascal nous a posé une question sur News Jardin TV. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que je peux pulvériser du savon noir sur les fleurs de mon potager? Alors Pierre, toi tu es un adepte du savon noir. La réponse est non. Voilà, je suis d'accord avec toi. Et pourquoi la réponse est non? Pourquoi on pulvérise du savon noir? Les insectes respirent avec la peau. Donc ils n'ont pas de poumons, ils n'ont pas de branchies. Et le fait de mettre une pellicule cireuse sur leur peau, on les étouffe. C'est comme si on les étranglait. Si on pulvérise du savon noir sur les fleurs, et ça veut dire que les fleurs, il y aura des insectes pollinisateurs, on va tuer les pollinisateurs. Donc c'est complètement ridicule. Exactement. Donc en un mot, on ne traite jamais pendant la floraison. Vous allez peut-être pouvoir utiliser du savon noir, mais hors période de floraison. Toi, tu en utilises et tu as un certain résultat positif. Oui, nous on utilise pour lutter contre certains ravageurs ou maladies un mélange à base de savon noir qui va tuer les insectes, du bicarbonate de soude qui va lutter contre certaines maladies, et on associe ça avec de l'huile essentielle d'ail qui est insecticide, fongicide et répulsive au niveau de certains insectes. C'est-à-dire que l'odeur d'ail, c'est pour ça qu'on plante de l'ail au pied des tomates par exemple. Tu as essayé Orange, l'huile essentielle d'orange? Non, je sais qu'a priori ça marche aussi là-dessus. Parce qu'il le présente justement comme insecticide, acaricide et fongicide. Ouais. J'étais chez des amis là, la semaine dernière, on a dîné dehors et j'ai trouvé avec stupéfaction des clous de girofle sur la table. Et en fait, c'est pour éloigner les guêpes. L'odeur du clou de girofle éloigne les guêpes. Mais ça, on pourrait aussi avec des huiles essentielles de girofle. Mais ça pourrait être limite parce que ça peut être très agressif. Quand on dîne dans le clou de girofle. Ça va faire penser au dentiste. Hein. Oui, oui. Comment tu te débrouilles, toi, dans tes jardins avec les problèmes de parasitologie? C'est un problème, effectivement. Généralement, on essaye de trouver les essences. Alors, ce qui marche très très bien, c'est les extraits de piment, par exemple. Ouais. J'arrête pas d'en parler. On ne trouve rien sur le sujet dans notre pays. Si, en huile essentielle, le piment, c'est comme l'huile essentielle d'ail. Ouais. Dans le commerce jardin, il n'y a aucune jardinerie qui vend ce produit-là. C'est pas homologué. Ah oui. Ce que je vois, par exemple, dans les jardins au Mexique, on a beaucoup plus de produits bio parce que, comme ils exportent vers le Canada qui exige un label bio, par exemple, tous les primeurs, les framboises, etc. au Mexique sont entièrement traités en bio. Donc c'est vrai que dans notre jardin au Mexique, on n'a pas trop de problèmes pour trouver les produits. Et alors qu'en France, c'est vrai que c'est pas du tout facile, quoi. Et donc, je dirais que malheureusement, on essaye d'adapter plutôt la végétation aux conditions climatiques et autres pour limiter les problèmes, tout simplement. Donc, c'est sûr que ça doit être la solution d'avenir, c'est d'adapter ou de sélectionner des végétaux qui, eux, sont résistants. Généralement, malheureusement, ils sont résistants que pendant un certain temps. Quand une plante a des problèmes à un endroit, il vaut mieux la changer de place. Ou alors ça vient du sol. Dans mon jardin, j'ai un laurier du Portugal. Depuis quelques années, il a atteint d'oïdium. On ne le traite pas, mais on va le changer de place. C'est tout. On va l'enlever de là où il est. Tu penses qu'il n'en aura plus en le changeant? Ah, complètement. Parce qu'il y a un autre endroit à 15 mètres où il n'est pas du tout atteint d'oïdium. Donc ça dépend parce que cet endroit-là, il y a plus d'humidité, il y a plus de choses. Voilà. Je dis plutôt que traiter, changer vos arbustes de place. Oui, mais sur le potager, on était sur la question du potager, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais bon, d'une manière générale, dans le potager, allez-y, mollo, au niveau de tout ce qui est produit de traitement. Vous êtes curieux de plantes et de nature? Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, si nous avons invité Arnaud Morière, c'est parce qu'on l'aime bien, mais c'est aussi parce qu'il nous a fait, avec son camarade Éric Ossard, un bouquin formidable. Alors c'est vrai que je vous l'ai présenté déjà dans l'émission 61 du 25 juin dernier. J'avais un peu râlé par rapport au titre, en disant que personne ne comprenait rien à ce titre-là et que peut-être que sur le plan marketing, c'était pas une bonne idée. Bon, je vais pas aller plus loin. Si tu l'as choisi, c'est peut-être une raison. D'ailleurs, tu peux nous expliquer peut-être pourquoi. Oui. Mais c'est surtout l'intérêt, c'est l'intérieur. Et on va avoir ce dossier autour du concept du jardin. Si je vous dis, mes amis, qu'est-ce qu'un jardin, on va en parler pendant des heures. Donc on va disserter, débattre un peu autour des énormes citations formidables qu'il y a dans ce livre-là. Et on va commencer par celle-ci, et à vous de vous exprimer autour de ça. Le jardin n'est pas la nature, mais la nature est dans le jardin,
le jardin est une nature à l'échelle de l'homme. Il a écrit ça. Absolument, et que je revendique. Bien sûr. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui est un peu dangereux, je dirais, dans la façon dont on a de voir la nature sauvage, c'est qu'on a un petit peu tendance à dire qu'on veut tout maîtriser. On voulait avant. Ça, on veut toujours. On veut toujours tout maîtriser, et considérer que la nature sauvage est un jardin, pour moi, c'est une hérésie totale, parce que dans la nature sauvage, justement, il n'y a pas d'intervention humaine par définition. Par contre, toutes les lois qui régissent la nature, eh bien sûr, elles régissent aussi le jardin. La nature est vraiment dans le jardin. C'est-à-dire il y a des éléments de la nature qu'on met dans le jardin. Absolument. C'est-à-dire que, tout simplement, on travaille avec le vivant. C'est ça. Et je crois que c'est un élément essentiel de cet ouvrage, c'est de rappeler que le jardin est un laboratoire, est un lieu d'enseignement du vivant. On parlait tout à l'heure des jeunes qui avaient peur des insectes, par exemple. Tout à fait typique, parce que nous aussi, on l'a vécu, d'avoir des jeunes stagiaires qui étaient très craintifs devant les serpents, les araignées, et que sais-je encore, les souris, enfin tout y passe. Ce qui est incroyable, c'est que finalement, on a eu un changement de société absolument radical en une génération, peut-être 2 générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai 60 ans. Quand j'étais gamin, j'avais 2 grands-pères qui habitaient à la campagne. L'un en Normandie, l'autre dans le sud-ouest. Les 2 grands-pères avaient des jardins. L'un avait un jardin potager parce qu'il en avait vraiment besoin pour nourrir sa famille. L'autre avait un jardin floral parce que c'était sa passion. Même si j'habitais dans la région parisienne, j'avais forcément un contact avec la nature. Voilà. Aujourd'hui, la population rurale, comme vous le savez, a fortement diminué. Au début du XXe siècle, encore la majorité de la population vivait dans les campagnes. Aujourd'hui, la majorité, elle vit dans les villes. Donc, il y a une rupture terrible entre la nature et l'homme. Et c'est ce que peut apporter le jardin, c'est-à-dire c'est une nature maîtrisée, c'est une nature qui ne fait pas peur, et c'est une nature où n'importe qui, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, peut apprendre. Mais non seulement du vivant, c'est-à-dire que signifie le vivant ? Le vivant, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour faire les choses, il faut du temps pour apprendre, il faut du temps pour planter, il faut du temps pour faire pousser. Et c'est dans le jardin, moi, que j'ai appris à vivre, tout simplement. J'ai toujours jardiné depuis que je suis gamin, justement avec mes grands-pères. Et puis après, j'en ai fait mon métier, après avoir rencontré Eric. Et le jardin, pour moi, est une leçon de vie extraordinaire. Et je pense que à un moment où on s'interroge beaucoup sur l'enseignement, où disparaissent les fameuses leçons de choses qu'on avait quand on était enfant, où on apprenait comment fonctionnait la vie, au moment où disparaissent les cours de botanique, au moment où disparaissent les cours de sciences naturelles. Paradoxalement, on ne parle que de ça, hein, l'environnement, voilà. La biodiversité, voilà. etc. Alors, on en parle beaucoup, mais plus on en parle et moins on l'apprend. Et je pense que le jardin est ce lieu de réconciliation parce qu'on y trouve toutes les réponses à nos questions sur le vivant, mais des questions aussi sur nous-mêmes. Comment appréhende-t-on un jardin ? Comment va-t-on appréhender notre attitude par rapport à la nature ? Est-ce qu'on va être des tailleurs ? Est-ce qu'on va passer notre temps à tailler des gazons, à tailler des haies, etc. Moi, c'est sympa, moi j'aime bien tailler. Eh ben moi, j'aime pas. Moi, je te le dis franchement, Patrick, moi, j'aime pas. Bien sûr, il y a des tailles qui sont nécessaires, mais je pense qu'on perd beaucoup de temps à tailler. Et regarde les gens qui se passionnent pour le bonsaï. Ça, chacun son. C'est un contact avec le végétal extraordinaire, avec une projection sur ce qui va devenir, etc. Enfin bon, on pourrait en parler des milliers d'années. Je vais demander à Pierre sa réaction. Moi, le titre, j'aime bien parce que le jardin n'est qu'émotion. Le jardin, c'est quoi ? C'est subjectif, c'est ce qu'on ressent. C'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent. Donc, le jardin n'est qu'émotion. Le jardinage devrait être enseigné dans toutes les écoles, et dès la primaire et dès la maternelle, parce qu'avec le jardin, on fait tout. On apprend le temps qui passe. On attend à travailler avec du vivant, et qu'aussi le vivant, on le fait mourir, il n'y a pas deuxième chance, il faut tout recommencer depuis le départ. Dans le jardin, on peut faire beaucoup de choses. On est humble devant la nature, devant ce qui peut se passer. S'il y a bien une discipline qui devrait être enseignée à l'école, c'est bien le jardinage. Le jardinage, je pense, c'est fondamental, comme tu disais, parce que ça apprend le vivant, tout simplement. Le vivant. Et qu'aujourd'hui, on est quand même face à ce grand problème où on a une disparition du vivant. Et on a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Si les gens ont peur des abeilles, ont peur des insectes, parce qu'ils ne les connaissent pas. Autre citation du livre d'Arnaud et d'Éric, le dessin du jardin est une trame dont la végétation va s'affranchir pour constituer un paysage qui échappe au dessin, à l'intention initiale. Tu dessines ton jardin, mais que c'est en fait que quelque chose
d'imparfait, parce que c'est la végétation qui, par la suite, va le tracer elle-même. Je ne dirais pas imparfait, je dirais qu'on est des initiateurs, simplement. C'est-à-dire que quand on plante un petit arbre ou un petit arbuste en godet, ce petit arbuste en godet, soit ça va marcher, et tout d'un coup, il va faire des mètres de haut, soit ça ne va pas marcher, et puis effectivement, il va mourir, pourquoi pas. Ça fait partie du jardin, c'est-à-dire que c'est aussi des déceptions, c'est pas que des réussites, un jardin, c'est fait par apprentissage. Et on rejoint le problème de la taille, c'est-à-dire dans la taille, on va limiter, on va conformer la nature à nos désirs. Et moi, ce que je défends, c'est qu'il faut au contraire accompagner la nature et que le désir qu'on ait soit un désir justement de vivant, d'expansion, de croissance spontanée et naturelle et non pas de contrainte. Et un jardin, tout le monde le sait, c'est pas le paysagiste qui le fait. Quand je fais un plan de jardin, j'initie une histoire. Et après, c'est le jardinier qui va l'entretenir, qui va la continuer, cette histoire. Mais surtout, par-dessus tout, il y a ce vivant, il y a ce végétal qui va pousser et qui va apporter un nouveau paysage. Je vais donner un exemple précis. Quand on plante un jardin au milieu d'une page vierge, par exemple, donc une terre où il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. On va commencer par planter des champs avec des graminées qui vont protéger des petits arbustes, des petites plantes. On est dans un milieu qu'on appelle ouvert, c'est-à-dire ensoleillé. Et puis ces arbustes, grâce à la protection qu'apportent les graminées et d'autres plantes annuelles, va commencer à pousser. Finalement, au bout de quelques années, il va apporter de l'ombre à ces graminées qui vont disparaître. Le cycle est fini. Et puis d'autres plantes vont apparaître ou d'autres plantes vont être plantées. Et là, c'est l'acte du jardinier. C'est-à-dire que dans la nature, les plantes, elles viennent spontanément et elles viennent d'un milieu restreint qui est le milieu des quelques kilomètres autour de l'espace de croissance, alors que le jardinier va pouvoir apporter parfois des plantes de très loin, mais qui répondent exactement aux besoins qu'il a à ce moment-là dans son jardin. Il y a quand même un côté « je décide ». La différence entre la nature et le jardin, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que moi, jardinier, je décide que toi, cette plante, tu vas aller là. Alors ça marche ou ça marche pas, comme tu disais, alors que la nature, elle, ça va être un peu l'effet du hasard. On est un petit peu les commandeurs malgré tout. Non, dans le jardin, c'est aussi l'effet du hasard parce que vous allez faire ce que vous voulez. Si une plante ne veut pas pousser, oui, elle ne poussera pas. Par exemple, vous allez planter un viburnum originaire de Chine dans votre jardin. Et puis, il se développe moyennement, sympathiquement. Mais... Puis tout d'un coup, il y a un sureau qui va arriver, qui vient de loin, qui va lui piquer la place. Et bien là, vous aurez un choix à faire. Et peut-être que ce sera le sureau que vous allez arracher, celui qui s'est introduit la mauvaise herbe qui n'existe jamais. Ou c'est finalement le sureau qui va vous étonner, qui va fleurir, qui va vous donner des fruits avec lesquels vous allez faire vos confitures et tout ça. Alors que ce pauvre viburnum que vous avez payé 30 € dans une fête aux plantes, finalement, non, il n'est pas très intéressant. Et je le vire. Effectivement, il y a un acte du jardinier, mais c'est toujours la nature qui a le dernier mot. Et je voudrais revenir quand même sur ce titre, parce que tous les deux, vous êtes partis sur ce titre. L'un en aimant, l'autre en n'aimant pas. Manifeste. Mais il a une raison très précise, ce titre. Parce qu'il répond à un autre manifeste qui est celui de l'architecture émotionnelle. Elle a été écrit au début des années 50 par un Allemand qui vivait au Mexique et qui s'appelait Matthias Goeritz. Et ce manifeste de l'architecture émotionnelle est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui revient beaucoup dans la discussion des architectes. Et donc, en fait, ce bouquin est aussi une réponse à Matthias Goeritz. En plus, il se trouve que mon jardin est à quelques kilomètres de l'endroit où Matthias Goeritz a écrit ce manifeste. Et c'est quelqu'un décédé maintenant, mais qui m'a toujours beaucoup inspiré, que ce soit lui ou Barragan, qui est son suiveur le plus connu. Et donc, en fait, ce manifeste du jardin émotionnel est une réponse au manifeste de l'architecture émotionnelle de Matthias Goeritz. Voilà. Pierre, c'est Paul qui nous a posé une question sur New Jardin TV. Cette année, j'ai laissé monter à graines des jacinthes des bois. J'ai obtenu plusieurs centaines de graines bien noires et brillantes. J'ai l'intention de les semer. Mon instinct me dit qu'il faudrait certainement les laisser sécher cet été et les vernaliser cet hiver pour les semer vers la fin février. J'habite en région parisienne. Qu'en pensez-vous ? C'est des plantes bulbeuses, c'est pas vraiment génial. Le semis, ça demande des années et des années. Puis en plus, les jacinthes des bois, ça se reproduit tout seul. On fait souvent de la multiplication végétative sur des plantes bulbeuses, donc il suffit de séparer les touffes et puis ça marche. Je pense que ce qu'il peut faire aussi, parce que c'est quand même sympa de récolter les graines, c'est de les ressemer sur place, c'est-à-dire de griffer le sol, dépendre les graines, de recouvrir, et il va avoir comme ça un champ. De toute façon, elle se naturalise toute seule, la jacinthe. Il ne faut pas s'en occuper. C'est-à-dire qu'elle prend ses graines, elle les met à l'endroit où ils sont là, et mettre un peu de compost dessus, et poussera là. Les plantes sauvages, c'est les plus difficiles à domestiquer. Surtout pour les jacinthes des bois, il faut les laisser grainer là où elles sont. Elles ne pousseront que où elles voudront pousser. On ne peut pas les maîtriser. C'est ce que je voulais dire, c'est que
ça s'étend tout seul, c'est-à-dire que ça se naturalise. C'est vraiment la plante qui va occuper le terrain, qui va aller là où elle veut, comme vient de dire Pierre. Et c'est pas la peine de prendre les graines, d'essayer de faire tout un bazar, de les stratifier, etc. Sauf que si ce monsieur veut les implanter dans un endroit où il n'y en a pas, à ce moment-là, on peut comprendre. Il ne l'a pas dit. Et donc, dans ce cas-là, je pense qu'on revient sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il faut semer en place, ne surtout pas s'amuser effectivement à faire des godets, tout ça, parce que comme tu disais, alors là, on s'en sort pas. Mais s'il sème en place, dans un environnement qui correspond à celui de la jacinthe, parce que c'est pas la peine de le mettre dans un endroit qui lui correspond pas. Mettre dans un sous-bois. Dans un sous-bois, il sème, il remet un petit peu d'humus dessus et puis les laisser tout de suite. Il faut pas attendre l'automne. Non, garder le cycle naturel. Exactement. Voilà. Eh ben, garder le cycle naturel, et un des meilleurs cycles naturels, c'est de prendre un petit café. On s'arrête 2 secondes, on prend une page de publicité et on revient tout de suite. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre. Mon cher Pierre, nous sommes déjà en automne, puisque le 24 septembre, l'automne est déjà là. Que vas-tu faire, ou que nous conseilles-tu de faire déjà dans le jardin cette semaine? 24 septembre, on continue bien entendu à récolter, que ce soit au potager ou dans le jardin, parce qu'il y a plein de condimentaires. On peut couper les dernières branches d'estragon, les faire sécher, couper un peu de sauge, couper un peu de romarin. Le jardin est encore très beau au mois de septembre, donc on y touche très peu, sauf s'il y a vraiment eu des accidents un petit peu de parcours. Si on n'a pas encore taillé ces plantes qui vont craindre un peu le froid pour l'hiver, c'est encore le dernier moment pour les faire, d'arrondir une touffe de lavande, d'arrondir une touffe de thym. Quelques gestes d'entretien, oui, on avait parlé aussi la semaine dernière, donc toutes ces plantes que l'on peut intégrer dans le jardin pour agrémenter l'automne. Donc ça, vous allez en jardinerie, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Il y a des bruyères, des goras, des chrysanthèmes, des choux décoratifs, des astères, toutes les bisannuelles possibles, imaginables. On peut commencer à planter quelques bulbes parmi les plus précoces. Le mois d'octobre, c'est quand même la semaine prochaine, donc on y arrive. On a encore un peu de temps. Oui. Ce qui peut être fait, c'est quand même tout ce qui est taille d'éclaircie, c'est-à-dire des arbustes qui ont beaucoup poussé, et on peut redonner de l'éclaircie, de tailler quelques branches à l'intérieur. Le ménage d'automne. Voilà. Le ménage d'automne. On peut aussi fumer, on peut aussi apporter un peu de paillage. Oui, paillage, mettre du paillage. Mais fumer, ça a d'autres significations. En jardinage, oui, on connaît. C'est vrai. Mais l'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. On peut fumer en fumant. Éviter de fumer. Mais en tout cas, on peut pailler. Pailler, c'est un peu toute l'année, de toute façon, c'est indispensable. Au potager, c'est le moment du blanchiment. On va envelopper les cardons. On va aussi mettre les pissenlits. Mais qu'est-ce qu'un cardon, Patrick ? On a toute une vidéo sur Nu Jardin TV si vous voulez regarder ce qu'est un cardon. Un cardon, c'est une sorte d'artichaut, un peu plus sauvage, dont on mange les pétioles. Légumes lyonnais, s'il en est. Oui. Alors, légumes, j'ai découvert ça avec cette vidéo, légumes du Maghreb. Ah bah bien sûr, parce qu'il est originaire de là. Ah ouais, mais vraiment, ils font des tagines au cardon et tout ça. Et on a eu un courrier fou avec les gens qui avaient... Il y a du cardon sauvage au bord des routes, les gens les ramassent. Ouais. On va blanchir les céleris, les pissenlits, les chicorées. Oh, les endives, c'est peut-être un peu tôt. Ah ouais, non, moi je me rappelle quand j'étais à l'école d'horticulture, c'était à la rentrée des classes, là, tac, on se mettait à forcer les endives. C'est quand même la période des récoltes. Alors tout ce qui est cucurbitacé, bon, pour les très grosses, c'est encore un peu tôt, mais les courgettes, il faut y aller régulièrement, parce que sinon, ça devient même les petits marrons, on commence à en avoir déjà, les petites cucurbitacées. Oui, mais ça, c'est les petits. Mais les très très gros, vous les laissez tranquillement, il faut que ça grossisse un maximum. Bon, c'est la récolte des fruits, les variétés de pommes d'été, les variétés de poires d'été et les premières d'automne, parce que je vous rappelle que sur les pommiers poiriers, on récolte à maturité physiologique, c'est-à-dire que lorsque le fruit se détache de l'arbre. Ce n'est pas forcément la maturité gustative. Parfois, il faut un certain temps, même parfois un temps certain, pour obtenir cette maturité. Donc vous récoltez, vous mettez dans des petits cageots ou des petites clayettes les fruits avant qu'ils deviennent vraiment bien mûrs.
On a tous les haricots à rame, enfin toutes ces plantes-là qu'on peut récolter en ce moment. Sur les plantes d'intérieur, ça dépendra du temps, de la température qu'on va avoir dans la semaine, mais je commencerai à dire réduisez un tout petit peu les arrosages et surtout les apports d'engrais. Les plantes vont, avec la diminution de la longueur du jour, commencer à rentrer lentement en repos végétatif, c'est pas la peine de les booster. On peut aussi penser à tous les légumes d'hiver, donc on repique les laitues, les poireaux, les choux en ce moment. Tiens, il y a un truc qu'on fait jamais, et ça je pense que ça va être sympa, c'est de semer des annuelles rustiques, comme les soucis, les clarkia, les escolzia, dès maintenant. Ah, tout à fait. C'est le bon moment, effectivement, là, jusqu'à fin octobre, on a un mois, là, pour semer notamment les soucis, qui sont des annuelles merveilleuses en hiver. Et c'est pile le moment, et du coup, ça va rester en fleurs jusqu'au printemps, quand même. Voilà. Et après, attention, bon, il y a certaines personnes qui vont dire, moi, je ne sème plus les soucis, parce que ça me donne vraiment du souci dans le jardin, je ne sais plus quoi en faire. C'est quand même parfois un peu envahissant. Bon, enfin, ça s'arrache facilement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça s'arrache facilement. Alors, attention, messieurs, dames, attention. Mercredi 28 septembre, ne jardinez surtout pas après 18h35 parce qu'il y a un nœud lunaire descendant. J'ose pas le dire. Mais dis-le, moi je l'ai déjà dit mille et une fois. C'est pas ma spécialité, donc j'oserais pas en parler. Je pense que la Lune a évidemment une influence sur énormément de choses. Après, je pense qu'il est très très difficile d'en faire des règles. Voilà quelqu'un d'extrêmement diplomate qui a dit en quelques mots ce que je pense d'une façon beaucoup plus puissante et méchante, mais on en restera là. Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre. Pierre, nous avons 2 livres sur cette table que l'on va essayer de présenter à nos amis. J'ai bien aimé celui-là. Dictons et proverbes du jardin de Daniel Brugès aux éditions de Boré. C'est pas un livre de plus sur les dictons ? Oui, mais c'est rigolo parce qu'il a agrémenté de toutes les petites aquarelles qu'il a faites lui-même. La mise en page, elle est amusante comme tout. C'est simple, c'est vraiment agréable. Et il a pris des vrais. Parce que, bon, moi, je vous en dis souvent des dictons fabriqués maison, mais en fait, il est parti du bon sens terrien, comme on dit, qui ont produit plein de ces aphorismes que il a collectés. Le travail est plus utile au jardin que la prière du matin. Ça, c'est vrai. Mais tu peux prier en jardinant, c'est surtout ça. On a tout, on passe du jardin potager au verger à la nature. Voilà, on est dans un endroit où il y a des petits fruits, il y a des fleurs. C'est vraiment un type qui a du talent au niveau de l'illustration. C'est très beau. Les illustrations sont très belles. Très bon auteur. Et puis alors maintenant, Pierre a pris Dans l'intimité des papillons de Frédéric Archaud chez Quae. C'est un beau livre qui nous fait pénétrer le monde des lépidoptères, alors qui, avec les images qu'il y a là-dedans, est absolument somptueux, mais qui va surtout vous apprendre des tas de choses. Parce qu'on dit toujours, bon, le papillon c'est mignon, etc. Le jardinier a tendance à dire, oui, mais avant papillon, il y a chenille. Donc on ne sait pas forcément tout ce qu'il y a dans la vie des papillons. Par exemple, tiens, il nous raconte que les papillons sont apparus avant les dinosaures. À l'époque, il n'y avait même pas les plantes à fleurs, donc ils n'étaient pas butineurs, les papillons. Et qu'est-ce qu'ils faisaient alors ? Eh bien, écoute, il faudra lire le livre. Les papillons, il y en a tellement d'espèces qu'un animal sur 10 sur Terre est un papillon. Non. Mais on ne le sait pas parce que 9 papillons sur 10 vivent la nuit. Ce sont des papillons nocturnes qu'on voit quasiment jamais. Surtout très petits parfois. Ah oui, il y en a des minuscules. Alors les micro-lépidoptères, ce n'est pas forcément les copains du jardinier, ceux-là. Vous avez des papillons qui sont capables de mémoriser les choses parce qu'ils sont capables de savoir quelles sont les plantes qui vont leur apporter le meilleur nectar, où ils se trouvent, etc. Il y a aussi le regard des papillons qui leur permet d'être vraiment des observateurs du monde extraordinaires. Donc ce livre est passionnant, il est remarquablement illustré et il est chez Quae. Et il vous raconte aussi la belle dame, donc, qui est un papillon qu'on voit très régulièrement sur les plantes, et notamment la lavande. Il dit que la nuit venue, elle s'envole à 50 km/h et peut atteindre 1000 mètres d'altitude. Donc comme quoi, bon, les papillons, c'est vrai que c'est éphémère, mais ça a des possibilités que l'on n'envisageait pas avant d'avoir lu ce livre que je vous conseille tout particulièrement. Alors, Angélique, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Oh, je ne sais pas si ça va passionner Pierre, ça. Quel est le message transmis dans un bouquet d'arômes ?
Tiens, je vais demander à Arnaud, t'aimes bien le langage des fleurs ? Tu pratiques non, ça ? C'est pas vraiment ma tasse de thé. Non, ça j'avoue que je Mais serais c'est bien mignon. incapable de dire quel est le message que transmet l'arôme. Alors, Je sais qu'au Mexique, il y a une tradition d'offrir des grands bouquets d'arômes blancs. Je connais Mais- le nom que donnent les Anglais à l'arôme, pénis ardent. c'est plutôt pour l'arôme titan, c'est plutôt pour les amorphophallus, ça. Parce que quand on regarde le langage des fleurs du 19e siècle, l'arôme, alors plutôt Xanthedeschia ethiopica, l'arôme d'Éthiopie qu'on cultive couramment, c'est l'ardeur, c'est la flamme amoureuse, c'est vous êtes mon idéal d'amour, vous êtes une beauté, vous êtes superbe. Alors on dit toujours vous, parce que ça date du 19e siècle, on ne tutoyait pas les gens à l'époque. Et puis il y a un message qui est quand même très très beau, que vous allez aimer, c'est écouter votre âme. Ça te laisse dubitatif. C'est par rapport à l'arôme ? Voilà, on offre un bouquet d'arômes et c'est écouter votre âme ou écouter ce que je vous transmets à travers mon âme. Oui, on est peut-être très loin de jardinage. l'étymologie anglaise. Non, mais les Anglais sont des coquins, tout le monde le sait. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes chers amis, maintenant nous allons terminer notre émission avec la rubrique qu'on appelle Histoire botanique et j'avais envie de vous parler des nénuphars et nymphéas parce qu'il ne faut pas confondre les nymphéas, les lotus, etc. On va parler du genre nymphéa. Cette fois, il est bien de Linné, le genre nymphéa, 1753, monsieur Linné. 44 espèces quand même dans les nymphéas, qu'il ne faut pas confondre avec un autre genre qui pourrait nous faire penser que c'est la même chose, le nuphar. Nuphar Peu d'espèces. lutea, Peu d'espèces. 18 espèces dans le quand nuphar. même. Moi, je pensais qu'on en avait moins. Le jaunet d'eau, qu'on appelle nénuphar jaune, si on voit que les feuilles, on peut se tromper. Ça a vraiment ces feuilles posées sur l'eau, feuilles en forme de cœur, mais quand on a la fleur, évidemment, c'est très différent. Le genre nymphéa, donc, a donné son nom à la famille des nymphéacées. Il y a 8 genres. Il y en a au moins un que vous connaissez. Victoria. Ben oui, Victoria. voilà, le Victoria, nénuphar géant d'Amazonie. Il y a aussi l'Eurial, Eurial ferox. Tu dois avoir ça au Mexique, Eurial ferox. Non, on l'a pas, Méchant, mais, méchant. mais qui ressemble au Victoria, mais avec des épines. Voilà, mais tout à qui fait. fait pas le moule à tarte. Il a les feuilles plates, plus Eurial plate, ferox. exactement. Ça fait Et puis un que les plutôt plate. passionnés d'aquariophilie connaissent bien, c'est Cabomba. Cabomba, qui est une plante qui pousse vraiment dans l'eau et qui est assez agréable. Vous allez me répondre, parce que ça, tout le monde botaniste le sait. Est-ce que c'est la même chose que les lotus ? Pas du tout. C'est quoi le genre lotus ? Alors, non, j'ai dit une mauvaise question, parce qu'il existe un genre lotus, qui est le lotier. Oui, Ah oui, là, tout à fait. on Oui, est oui. dans les fabacées. Là, on a Voilà. encore autre chose. Mais le vrai lotus, son nom botanique, c'est Nelumbo Nucifera. nucifera. Mais, comme les botanistes sont des gens facétieux, il y a un nymphéa lotus, malheureusement, qui est une espèce bien connue, qu'on appelle le nénuphar blanc. Et là, ça porte vraiment à confusion. Le nénuphar blanc est originaire d'Égypte, et on pense que le mot nénuphar vient de nanoufar, qui signifie en égyptien les belles, parce qu'on considérait que c'était les plus belles fleurs dans l'Égypte ancienne. Et on l'a appelé aussi l'herbe aux moines, parce que tiens, comme le vitex dont on a parlé il y a quelques semaines, il était censé couper les élans amoureux. L'analyse chimique, d'ailleurs, a prouvé qu'il y avait quelques alcaloïdes, comme la nuciférine, par exemple, qui étaient plus ou moins psychotropes et qui pouvaient peut-être calmer un peu Les ardeurs. les arbres. Alors pourquoi le nom nymphéa ? Il faut aller dans la mythologie pour savoir que c'était une nymphe qui était complètement dingue amoureuse d'Hercule. Et lui, il en avait strictement rien à faire, il l'avait même repoussé assez cruellement, et la pauvre, elle s'est suicidée. Et il s'est dit, il faut quand même qu'on garde la mémoire de cette nymphe qui m'adorait, et il l'a changée en fleur, et c'est devenu ce magnifique nénuphar que l'on connaît. Et d'ailleurs, dans la mythologie grecque, le nénuphar est le symbole de la virginité. Il était dédié aux divinités qui protégeaient les jeunes filles, et aussi on dit à la déesse des eaux, ça semble un tout petit peu plus logique. Alors, il y a une jolie aussi légende en Inde qui raconte qu'au cours d'une lutte brutale entre l'étoile du berger et l'étoile du nord, pour contrôler le royaume de la nuit, des gouttes de sueur tombèrent dans les lacs et se transformaient en lys sacrés des eaux, comme ils appellent là-bas.
Alors, il faut préciser aussi que le lotus bleu, puisque tout le monde connaît le lotus bleu, C'est un nymphéa. c'est un nymphéa. Ouais. Le nymphéa cerulea, C'est- et qui est originaire d'Égypte. Et qui fleurit Bleu, la nuit. et la nuit. La nuit. Voilà. Voilà. Et qui sont très bons. Qu'on a du mal à cultiver en Europe parce qu'il est quand même un petit peu Ah frileux. oui, oui, il est très frileux. Alors on parlait de nuit et on dit que cueillir des nénuphars la nuit porterait chance aux amoureux parce que le nénuphar laisserait échapper des fées des eaux qui se mettent à danser au clair du lune. Ouais, c'est beau. Il faut aller les cueillir quand même. Faut aimer se mouiller la nuit, quoi. Alors il y a une chose tiens, qu'on sait peu, c'est que le nénuphar blanc dont on parlait à l'instant, le nymphéa lotus, est comestible. Il est utilisé notamment en Égypte, mais aussi chez les Dogons du Mali. Les Dogons, ils l'appellent le lait des femmes, parce qu'ils donnent les feuilles à manger aux femmes qui allaitent, parce qu'a priori, ça favoriserait la lactation. Mais en Égypte, on utilise les graines séchées, épilées, et on faisait dans l'Égypte ancienne du pain avec ça. Alors, peut-être qu'il devait y avoir énormément de nénuphars dans le Nil, parce que Ramasser, hein. ils consommaient également les rhizomes. Alors, Ouais, je les ne sais pas rhizomes. si c'est bon. J'ai vu ça un jour, une Ouais. recette de rhizomes de nénuphar. Les pétioles, les pédoncules aussi consommés dans différents pays tropicaux. Ça va pas être très bon parce qu'ils mangent ça surtout quand il n'y a rien d'autre à manger. Parce que les rhizomes bouillis comme un légume, C'est pour accompagner les sauterelles ah, peut-être. en cas de disette. Les nénuphars sont aussi associés soit à la littérature, enfin on va dire aux arts. Parce que je vais vous lire une phrase de Marcel Proust. Alors, je dis une phrase parce qu'effectivement il faisait des phrases à rallonge. Il avait écrit dans Du côté de chez Swann, il dit « Ça et là, à la surface rougissait comme une fraise une fleur de nymphéa au cœur écarlate, blanc sur les bords. Plus loin, les fleurs plus nombreuses étaient plus pâles, moins lisses, plus grenues, plus plissées, et disposées par le hasard en enroulement si gracieux qu'on croyait voir flotter à la dérive, comme après l'effeuillement mélancolique d'une fête galante, des roses mousseuses en guirlandes dénouées. » Alors toi, tu fais des grandes phrases, mais alors lui, Là, mais il- c'est beau. Bah, c'est Proust, hein, c'est pas Ouais. moi. Il y a des nymphéas incontournables. Les nymphéas de Claude Monet. Absolument. Dans l'orangerie. Je ne savais pas ça. Peut-être que vous non plus. 250 peintures à l'huile sur les nymphéas. Il était fou furieux de ça. Il se disait qu'il n'arrivait pas à redonner sur sa toile la subtilité, la finesse de la fleur. Et il en a fait pendant 31 ans, les 31 dernières années de sa vie. Il est décédé en 1926. Il n'arrêtait pas, donc, dans son jardin de Giverny, où il y a un magnifique bassin, et il peignait ces nymphéas qui ont aujourd'hui une valeur Inestimable. absolument extraordinaire. Puisque vous êtes quand même paysagiste, mes amis, quel est l'intérêt d'avoir des nénuphars dans son jardin? Est-ce qu'on en met couramment? Toi, t'en mets même dans des petits bacs. Oui, il faut quand même avoir des bassins, il faut quand même avoir un peu d'espace et des bassins qui soient profonds. Le nénuphar, ça fait rêver. C'est l'été, c'est une plante aquatique, donc c'est associé à l'eau. Et la fleur de nénuphar, c'est vrai qu'elle est majestueuse, et la fleur de lotus, pour moi, elle est encore plus. Je vais une fois par an en Italie, il y a toute une ancienne réserve d'eau qui était envahie par les lotus, et on a 5000 m² de lotus. Donc c'est juste. Mais il y a quelque ça en chose France, à d'extraordinaire, Mougins, sur le lac de Mougins, Ouais. à côté de Nice. Ouais. Il y a un lac qui fait à peu près 2 hectares et qui est couvert de lotus. On voit même plus l'eau. C'est extraordinaire. Mais en couvert Vendée, de lotus. En Vendée, il y a un jardin, oui, le parc de la Cour d'Aron, Ah oui, qui à la cour d'Aron. qui a 1,5 hectare. Alors eux, ils ont fait un truc formidable, c'est qu'ils ont aménagé des passerelles à À travers, travers. et on entre dans la plante, et on voit cette espèce de pomme d'arrosoir là sous le Extraordinaire. nez. C'est La fleur de formidable. lotus, que ce soit le bouton, la fleur ou la graine, enfin tout ça. D'ailleurs, la graine est comestible. Aussi. De la graine du lotus. Est-ce que vous savez à quelle heure s'ouvre la fleur de nénuphar dans l'horloge de flore? Le matin. À 10h, et elle se referme vers les 4 ou 5 heures de l'après-midi. Et une fleur de nénuphar, ça dure une semaine environ. Il y en a des diurnes et des nocturnes aussi. Alors, oui, là on parle des nymphéas habituels que l'on cultive dans nos jardins d'Europe et qui sont... 10 heures du soleil ou 10 heures à ta montre? Non, je pense que ça doit être 10 heures au soleil, je pense quand même. Hein. Alors il y a un rôle écologique comme des nénuphars, parce que ça ombrage la pièce d'eau et ça évite la prolifération de certaines algues. Ça aide aussi à certains petits poissons, notamment les alevins, à se protéger. Un truc sur les nénuphars, ça aime quand même une certaine profondeur d'eau. En général, au moins 40 cm. Les petits nénuphars, c'est 20 cm. C'est pour ça que je disais on peut les mettre dans un demi-tonneau ou un truc comme ça, mais eau stagnante. Si vous voulez rater un nénuphar, vous mettez un jet d'eau dans votre bassin.
C'est la meilleure façon pour qu'il ne pousse pas. Mais c'est très gourmand aussi, le nénuphar. Comme Très la gourmand. plupart des plantes aquatiques, bien évidemment. Et après, bon, bien sûr, pleine lumière, parce que si vous le mettez à l'ombre, il aura beaucoup de mal à être en fleurs. C'est toujours, malheureusement, envahi de pas mal de bestioles. Il y a les galérucs, il y a les pucerons. C'est une plante qui peut, dans un jardin, ne pas rester très très longtemps, d'autant que, on insiste là-dessus, on ne fait rien. Rien dans les milieux aquatiques, vous mettez même pas le moindre produit bio, c'est interdit, on laisse la nature simplement faire bien les choses. Et moi, je leur mets de l'engrais. Oui. Et comment je mets de l'engrais ? Je mets de l'engrais dans une enveloppe en papier, et cette enveloppe, je l'enfouis pour pas que ça se diffuse dans l'eau, etc. Je l'enfouis au pied des nénuphars. En fait, tu postes de l'engrais au nénuphar. Je poste l'engrais au nénuphar, joli. Je l'enfouis sous les racines, et à ce moment-là, ça se diffuse petit à petit, ça pollue pas l'eau, et ça permet au nénuphar de se développer. Vous voyez, mes amis, à quel point les professionnels sont importants, utiles et souvent astucieux. Ça sera le mot de la fin de cette émission. Arnaud, je te remercie vraiment merci à toi. Nous avoir accompagnés. Je rappelle son livre « Manifeste du jardin émotionnel ». Lisez-le, parce que vous allez vraiment apprendre plein de choses. Puis surtout, ça va vous faire partager ce que l'on aime tous. Pierre, merci. Maintenant, tu es un habitué, tu es là, tu nous aides. C'est super sympa. Il apporte aussi tout son savoir. Il y avait un autre Pierre, il était derrière les manettes pour nous faire un joli son. Miguel, stoïque, mais très attentif à la régie uniquement de l'image, puisque pour ceux qui regarderont la vidéo, toutes les images viennent de Monsieur Miguel. Les illustrations, ça c'est autre chose. Et puis Nicole, elle fait aussi de la vidéo pour nous aider. Elle regrette de ne pas avoir amené sa petite perle, mais il faisait encore aujourd'hui un petit peu chaud pour elle. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.